Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver. On va parler comme d'habitude de mes petites lectures de la semaine et on a pas mal de choses à voir, donc je vais vous montrer déjà le tas que j'ai en ma possession. Alors il y a déjà ceci à voir, plus d'autres livres que j'ai dû rendre à la bibliothèque, donc pour cela je vous mettrai la petite illustration, comme ça vous avez le visuel et on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord j'ai terminé la saga manga Emma dont je vous ai déjà parlé. Il y avait 5 tomes et j'ai terminé le 5e tome, donc maintenant j'ai clôturé cette série que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Donc pour un petit rappel, nous sommes en Angleterre à l'époque victorienne et on va suivre le personnage de Emma qui est une jeune femme de chambre qui travaille pour une dame, une préceptrice à la retraite qui l'a prise sous son aile depuis plusieurs années. Elle l'a retrouvée quand elle était toute jeune et depuis elle l'a éduquée et elle lui a appris son métier de femme de chambre. Et un beau jour, eh bien le quotidien de Emma va être chamboulé étant donné qu'il y a un jeune garçon, un jeune homme même, qui va venir rendre visite à cette dame qui était son ancienne gouvernante. Ce jeune homme s'appelle William, il appartient à une famille assez riche et il va rencontrer tout à fait par hasard Emma et il va se passer quelque chose entre ces deux personnages que nous allons voir évoluer par la suite. Donc c'était vraiment très chouette, j'ai adoré cette lecture, j'ai adoré l'ambiance du livre, j'ai adoré suivre Emma d'un côté et William de l'autre côté, étant donné que vu cette époque, eh bien ce n'était pas une chose aisée d'établir une relation, de construire une relation entre deux personnes aussi différentes l'une de l'autre au niveau de leur statut. Il y a plein de difficultés qui vont intervenir et j'ai vraiment beaucoup aimé suivre le destin, la vie et la relation d'amour de ces deux personnages. Alors, je passe ensuite à une BD dont j'ai lu le premier et le second tome qui est Cléopâtre, la reine fatale. C'est aux éditions Delcourt. C'était également des emprunts de bibliothèque, donc j'avais pris le premier et le second tome pour me faire une idée et j'avais bien aimé cette histoire dans son ensemble où évidemment on va suivre le personnage de Cléopâtre qui est une reine. Elle devient reine à plus ou moins 17 ans et elle va donc épouser son frère comme c'était la tradition, son frère Ptolémée, mais les deux personnages ne s'entendent pas du tout et ça va s'envenimer de plus en plus parce que son frère, qui est plus jeune qu'elle d'ailleurs, va un jour décider de la chasser. Donc Cléopâtre va devoir fuir, elle va quitter l'Égypte et elle va se retrouver en Judée. Elle va entendre évidemment les changements apportés par Rome et notamment Jules César. Donc elle va faire en sorte de rencontrer Jules César afin de trouver un allié et reprendre son trône. Donc ça c'est plus ou moins ce qu'on voit dans le premier tome et dans une bonne partie du second tome. Après on voit l'évolution de l'histoire entre Cléopâtre et Jules César qui est connue. Je suis assez curieuse de lire la suite parce que j'ai bien apprécié cette BD. C'est une BD historique qui est assez bien faite. C'était agréable de retrouver le personnage de Cléopâtre aussi dans une bande dessinée. Par contre cette BD est réservée à un public adulte parce qu'il y a par moments de la violence et des scènes assez crues, étant donné qu'à cette époque eh bien il y avait des orgies et des fêtes assez débordantes, donc c'était l'habitude et tout ça est représenté dans la BD, donc à ne pas mettre entre les mains de tout le monde bien évidemment. Je reviens au niveau des mangas parce que j'avais également lu Une sacrée mamie qui est un petit manga. J'avais pris le premier tome en bibliothèque. C'est aux éditions Delcourt également et j'avais beaucoup apprécié ce premier tome. D'ailleurs je suis même allée chercher la suite à la bibliothèque pour pouvoir continuer. Donc ici nous sommes en 1958, nous sommes à Hiroshima et on va rencontrer une femme, une jeune veuve qui élève du coup toute seule ses deux enfants, ses deux garçons. C'est une situation très difficile et pour arriver à s'en sortir, cette jeune maman va décider, en tout cas elle va être contrainte d'envoyer son plus jeune fils qui s'appelle Akihiro à la campagne auprès de sa grand-mère. Cette décision a été prise sans en informer Akihiro, donc il va se retrouver propulsé, jeté comme ça dans les bras de sa grand-mère qui
il mène une vie complètement différente de ce qu'il a connu. Il a une nouvelle école, il va devoir se faire de nouveaux camarades. Sa grand-mère, elle vit très simplement, elle a pas beaucoup d'argent, elle mène une vie assez originale, elle travaille beaucoup et ce petit garçon va du coup devoir vraiment s'adapter à sa nouvelle vie et on va voir cette relation parce qu'en fait il a jamais connu sa grand-mère, donc on va voir cette relation entre grand-mère et petit enfant se construire petit à petit et c'était vraiment très très chouette. J'ai beaucoup apprécié ce premier tome, j'ai beaucoup aimé suivre ce petit garçon, j'ai beaucoup aimé sa grand-mère aussi qui est un personnage super intéressant, super attachant, voir cette évolution au niveau de la relation se construire au fil des jours et on va voir aussi Akihiro, quand il arrive, il est vraiment choqué évidemment des différences de ce changement de situation, mais petit à petit il va s'habituer à sa nouvelle vie et c'est vraiment bien fait, c'est fait de manière touchante, émouvante, c'est une lecture très très mignonne que je vous recommande. Alors je vous avais également parlé de lecture que j'étais en train de faire, me semble-t-il, qui était La fille qui parlait ours, que j'ai terminé. C'est un livre de Sophie Anderson et c'est édité à l'école des loisirs. J'avais déjà lu un livre de cette autrice qui était La maison qui parcourait le monde, que j'avais adoré. C'était un coup de cœur de l'année passée, donc j'étais curieuse de lire autre chose de cette autrice et j'avais vraiment beaucoup d'attentes du coup pour cette lecture. Donc je me suis plongée dans La fille qui parlait ours et dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui s'appelle Yanka. Elle a 12 ans à peine et pourtant elle est déjà extrêmement grande et extrêmement forte, beaucoup plus forte que forte et grande que les autres enfants du village. Elle a été en fait retrouvée devant une grotte, devant la grotte d'un ours quand elle était tout bébé. Donc c'est une dame qui l'a retrouvée là et qui du coup l'a prise avec elle pour s'occuper d'elle. C'est maintenant sa mamoshka. Et donc Yanka, un beau jour, va subir un changement très étrange. Je vais pas vous dire lequel, mais il va se passer quelque chose et elle va du coup décider de partir dans la forêt afin de découvrir son histoire, de découvrir ce qui lui est vraiment arrivé parce que elle sait qu'elle a été retrouvée dans la forêt et mais elle ne sait rien de son histoire, de ses parents, de son passé. Et du coup avec ce changement qui arrive à un moment donné, elle va décider de partir en quête de son identité et de son histoire. Ça c'est le récit de ce livre de manière générale et j'ai beaucoup apprécié tout autant que La maison qui parcourait le monde. J'ai retrouvé dans cette lecture le même style, le même genre d'ambiance que j'avais vraiment aimé avec La maison qui parcourait le monde, donc ça c'était vraiment top. Au début, Yanka c'est un personnage qui se sent étrangère, qui se sent isolée par rapport aux habitants du village. Elle a une différence qui se voit et elle ressent cette différence, elle sent bien que les habitants du village ne sont pas complètement à l'aise, qu'elle n'est pas complètement intégrée dans ce village, donc elle se sent depuis toujours légèrement en retrait. Elle parvient pas à trouver sa place du coup dans cette société et elle a aussi beaucoup de difficultés à se lier avec les autres enfants de manière générale. Que 3 personnes avec lesquelles elle est à l'aise en gros, c'est évidemment sa mamushka, donc la personne qui l'a trouvée bébé dans la forêt et qui s'occupe d'elle, qui s'est occupée d'elle jusqu'à présent. Elle a un meilleur ami qui est un de ses voisins qui s'appelle Sacha, donc ça c'est son meilleur ami. Et sinon il y a un autre personnage qui s'appelle Anatoly, qui est un homme qui vit dans la forêt et qui est entouré d'un certain mystère. Il vient les voir de temps en temps, elle et sa mamoshka, et il a l'habitude de leur raconter des histoires, des légendes, des mythes et ce genre de choses. Donc ce sont les 3 personnages avec lesquels Yanka est à l'aise. Et donc au moment où Yanka décide de partir, de quitter sa maison pour partir à sa quête de son identité, eh bien on va la suivre comme ça tout le long de son chemin.
chemin pour découvrir un petit peu son histoire et j'ai vraiment beaucoup apprécié. À nouveau, il y a des très belles thématiques dans ce livre. On a l'amitié, on a la loyauté, on a l'amour, le courage, l'acceptation des différences, la force de l'union. Il y a plein de belles valeurs qui passent par ce livre, donc c'est vraiment toujours un très agréable moment de lecture. Le livre en plus est vraiment très beau, tout comme le précédent que j'avais lu. Il y a une très belle illustration déjà sur la page de couverture comme vous pouvez le voir, mais à l'intérieur on a également des petites illustrations en noir et blanc de temps en temps et on a aussi des très beaux encadrés au moment où on nous raconte les légendes et les mythes, au moment où les personnages, Anatolie et par moments aussi d'autres personnages vont nous raconter des histoires, des mythes et des légendes. Donc c'était vraiment super agréable. C'est un livre qui se lit vraiment très vite, de belle qualité parce que le papier est assez épais et on est emporté dans cette histoire. Je l'ai lu extrêmement rapidement parce que je me suis de nouveau, tout comme le précédent, laissée emporter par cette histoire aux côtés de Yanka, une jeune fille vraiment courageuse qui fait face à des choses compliquées, qui va découvrir petit à petit d'où elle vient, qui elle est, qui va aussi découvrir qui est important pour elle, qui est sa famille et c'est vraiment superbement bien fait. J'ai passé un très bon moment de lecture et je vous le recommande. Le livre suivant dont je vais vous parler, c'est La couleur du mensonge, que j'ai également rendu à la bibliothèque. C'est un livre des éditions Lumen qui est écrit par Erin Beatty. C'est le premier tome d'une trilogie. Ce premier tome était assez épais parce que c'est un livre qui faisait 600 pages, quelque chose comme ça. Mais avec Lumen, ça va parce que ça se lit assez rapidement, heureusement. Et donc, dans cette histoire, on va suivre le personnage de Sage Follower, qui est une jeune fille de 16 ans qui a été recueillie par son oncle. Et à 16 ans, eh bien, il est temps pour elle de faire un beau mariage. Le souci, c'est que ça n'intéresse absolument pas Sage. Elle n'a pas envie de se marier, vraiment aucune envie de se marier. Et malgré cela, elle va devoir rencontrer la marieuse, donc qui est une femme qui s'occupe d'évaluer le potentiel des jeunes filles et ainsi planifier des mariages, des alliances. Et donc Sage va être contrainte de rencontrer cette femme et cette rencontre va très mal se passer. Sage pense qu'évidemment c'est une catastrophe, que tout est fichu, mais contre toute attente, cette femme va lui proposer de devenir son apprenti. Sage finalement va accepter cette offre et du coup cette femme et elle vont devoir partir et se rendre à un événement qui est nommé le Concordium. Et cet événement donc réunit plusieurs jeunes filles qui sont destinées à se marier. Donc les jeunes filles sont amenées à l'endroit où se passe le Concordium. Du coup, eh bien, cette marieuse et Sage qui est devenue son apprentie ont avec elle un groupe de jeunes filles qui sont prêtes à être mariées et qui doivent se rendre à ce Concordium. Comme la situation du pays n'est pas sans risque, comme voilà, il y a pas mal de soucis parfois sur les routes, ce petit groupe va être escorté par des soldats. Et donc nous allons suivre Sage, la marieuse, le groupe de jeunes filles qui les accompagnent et les soldats qui les protègent sur la route et entamer leur voyage, et on va les suivre comme ceci. Ça c'est l'histoire de manière générale. Et quand j'ai pris ce livre, je l'avais vu passer assez souvent sur les réseaux, donc j'étais assez curieuse de le découvrir, mais je savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais pas dans quel genre d'histoire je me lançais. Donc j'ai sauté comme ça un petit peu à l'aveugle sans même lire la 4e de couverture. Et au début et par la suite, même par bien des aspects, cette histoire m'a beaucoup rappelé en fait le dessin animé Mulan, avec cette jeune fille à part, qui est indépendante, qui est forte, qui ne veut pas rentrer dans le moule, dans ce que la société veut, exige d'elle, qui est, on va dire, indisciplinée et du coup qui ne correspond pas aux normes de la société. Il y a pas mal de ressemblances, j'ai trouvé. La scène aussi avec la marieuse qui est une catastrophe. Après, il y aura des moments avec les soldats aussi. Donc cet aspect
parallèle avec Mulan, j'ai bien apprécié, mais ça m'a semblé du coup assez familier et l'histoire n'était pas super originale étant donné que voilà, j'avais déjà cette référence en tête et que c'était assez similaire. Par contre, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans ce premier tome, donc ça c'est agréable. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de retournements aussi de situation. Il y a parfois quand même quelques longueurs, j'ai trouvé à mon sens. Il y avait des longueurs pour certains passages, mais le rythme de manière générale, ça a été. On était emporté dans l'histoire, le livre se lit assez vite malgré son épaisseur. Le personnage de Sage va endosser à un moment donné le rôle d'espionne, d'abord à la demande de la marieuse, pour un petit peu écouter ce qui se passe autour d'elle dans le cadre de cet événement autour des mariages, et par la suite ça va prendre une ampleur un peu plus grande. Donc ça c'était intéressant, ce développement de situation. Oui, il y avait pas mal de choses, on a du danger, on a des enjeux politiques, il y a des mensonges bien entendu, il y a des secrets, il y a aussi une part de romance qui est bien présente, qui m'a pas vraiment dérangée dans cette histoire, mais voilà, il y a de la romance malgré tout. Je sais pas en fait si je ne sais pas encore si je vais lire la suite. Vu que c'est une trilogie, il me reste encore 2 livres à lire qui sont moins épais, je pense, si je me souviens bien. Mais pour l'instant, je vais laisser un petit peu de temps passer parce que j'ai passé un bon moment avec cette lecture, mais ça n'a pas non plus été quelque chose de sensationnel. C'était un moment agréable dans son ensemble, mais sans plus non plus. Donc je sais pas si je vais continuer. Je suis quand même curieuse de savoir ce qui va se passer pour les personnages de Sage, pour le personnage de Sage et également un autre personnage dont je ne vous dis pas le nom ni le rôle. Si vous avez envie de le découvrir, vous pouvez lire le livre. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée. Ce premier tome aussi peut même se suffire à lui-même, il peut se clôturer comme ça et je garde cette fin, ou alors je peux me décider à continuer et découvrir la suite et je sais absolument pas du coup de quel côté nous allons partir, donc c'est aussi assez intriguant. Quoi qu'il en soit, je lirai pas la suite tout de suite, je vais laisser un peu de temps passer et on verra bien si à un moment donné j'ai envie de me replonger dans cette ambiance, dans cette histoire et retrouver Sage. Alors je passe maintenant au livre que j'ai en ma possession. J'ai d'abord lu celui-ci qui est La fille du quai, une BD que j'ai empruntée, c'est aux éditions Glénat, c'est fait par Alexine et Médour. Une petite BD dont la couverture me tentait bien et l'arrière de couverture aussi parce qu'il est indiqué: la malédiction raconte que quiconque voit la fille du quai sera pour toujours lié à elle. Elle ne sera visible que par lui et lui seul jusqu'au jour où elle choisira de le faire périr. Ça m'avait pas mal intriguée, donc je l'ai emprunté et je l'ai lu très rapidement ensuite. Dans cette histoire, il existe une vieille légende oubliée qu'on raconte parfois, qui concerne la fille du quai, et on raconte que quiconque voit la fille du quai restera à jamais enchaîné à elle. Donc c'est un peu l'histoire du grand méchant loup qu'on raconte pour faire peur aux enfants et autres, mais personne n'y attache vraiment d'importance. Mais ici on va suivre un jeune garçon de 8 ans qui s'appelle Aurel, qui lui va un jour voir cette femme mystérieuse, cette femme du quai. Et comme il est indiqué, la malédiction va le poursuivre tout au long de sa vie. C'est une femme qui attend sous une ombrelle et qui va le hanter. Cette femme va l'accompagner, comme je vous l'ai dit, tout au long de sa vie et elle va même l'empêcher d'avoir une vie normale. Ça, c'est en gros l'histoire. Donc on suit Aurel et cette malédiction, cette femme du quai qui le poursuit à chaque étape de sa vie et en gros qui lui pourrit la vie. Donc c'est une histoire assez fantastique, plus sous forme d'un conte fantastique qui n'a pas vraiment marché avec moi malheureusement.
Le résumé, mais comme je vous l'ai dit, ça me donnait super envie. Cette malédiction, cette fille du quai, tout ça me tentait bien, mais malheureusement ça n'a pas vraiment fonctionné avec moi au final, parce que j'ai trouvé que l'histoire était assez confuse par moments. Il y a beaucoup d'éléments en fait dans cette BD, parce que on a cette histoire de malédiction, on a l'histoire d'amour d'Aurel, donc le personnage principal qu'on va suivre toute sa vie. Quand il est adulte, il va avoir des histoires d'amour. Il y a cette histoire avec cette femme mystérieuse, donc la fille du quai. On a également à un moment donné un tueur de femmes enceintes. Ça fait vraiment beaucoup de choses pour une seule BD, parce que c'est un premier tome et je pense que c'est un tome unique. J'ai pas vu d'indication comme quoi il y avait une suite. Donc ici, avec 60 pages, il y a vraiment tous ces éléments et par moment, voilà, je pense que j'étais un peu perdue, que c'était un petit peu de trop pour moi. Peut-être que s'il y avait eu plus de pages ou plusieurs tomes, ça aurait été plus aéré, plus allégé, et du coup j'aurais peut-être mieux accroché à cette histoire. Il y a cet élément-là qui joue. Il y a aussi la conclusion de cette histoire qui ne m'a pas convaincue, que j'ai trouvé un petit peu simple et que voilà, qui m'a pas spécialement plu. Donc c'était pas une lecture vraiment incroyable pour moi, malheureusement, alors que ça me tentait vraiment bien. Donc dommage, mais ça arrive. Au niveau des planches et des dessins, on est sur ce genre, ce style, avec cette gamme de couleurs. Donc c'est assez beau, c'est vraiment bien fait, les dessins sont de grande qualité. Mais voilà, l'histoire en tout cas avec moi, ça n'a pas fonctionné malheureusement, donc je vais pas m'étendre davantage sur cette BD. Je reste avec les BD parce que j'ai également lu celle-ci, donc L'île du crâne, le premier tome qui s'appelle Grosham Grange. C'est aux éditions Jungle et c'est fait par Max Lermenier, Clément Lefebvre, d'après un roman d'Anthony Horowitz. Et cette BD, elle m'a beaucoup plu. Donc voilà, je passe d'une BD qui ne m'a pas convaincue avec une que j'ai énormément aimée. Donc dans cette histoire, on va suivre le personnage de David, qui est un jeune garçon qui vient de se faire renvoyer par son collège. Apparemment, il a un petit peu des difficultés à l'école et ses parents sont un peu désespérés de cette situation. Son papa veut vraiment le punir et en punition, il décide de l'envoyer à Grosham Grange, qui est une école réputée pour sa grande discipline. Donc il pense que cette école va arriver à un peu plus cadrer son fils. David va donc partir là-bas directement, ça se fait vraiment tout de suite, et il va rapidement se faire de nouveaux amis qui, tout comme lui, ont été envoyés dans cet établissement. Un établissement qui se trouve à un endroit un peu bizarre parce qu'il est perdu sur l'île du crâne. C'est assez compliqué pour y arriver et à leur arrivée, ils vont se rendre compte qu'il y a une ambiance assez bizarre, assez étrange qui règne dans cette école. Je vous en dis pas plus, mais ça c'est un petit peu pour le cadre et c'était vraiment super chouette, j'ai adoré. Il y a un peu une ambiance Harry Potter comme ça, donc c'est peut-être ça qui a fait que j'ai beaucoup aimé, avec ce petit groupe de 3 personnages qui sont envoyés dans une école qui sort un petit peu de nulle part. Ils vont y être envoyés d'abord par train où ils vont faire connaissance. Ensuite, il y a le passage avec un bateau pour arriver sur l'île. Et là, il y a des personnages hauts en couleur et très spéciaux qui vont être présents, qu'ils vont rencontrer. Les professeurs sont aussi étranges. Je pense que vous devinerez assez vite. Mais il y a des personnages comme ceci, donc le directeur il ressemble à ceci. Je pense que vous voyez de quel type de créature il s'agit. Donc on est vraiment dans une ambiance assez fantastique dans cette école et c'était vraiment très très chouette. Au fur et à mesure de l'histoire, donc David se rend bien compte que c'est une école bizarre, qu'il y a des professeurs particuliers et il va aussi découvrir que cette école cache un secret. Donc on va aussi partir à la découverte de ce secret et j'ai
vraiment adoré. C'était une super lecture, c'est un premier tome, j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que c'était vraiment un moment super agréable de lecture. J'ai beaucoup aimé aussi les dessins. Je vous montre quelques petites planches. Voilà. Ici, on a la rencontre avec les enfants dans le train dont je vous parlais. Donc, très très beau dessin, très très beau livre. Ici aussi, quand vous voyez la première page, vraiment l'intérieur, c'est ceci qui est vraiment super beau avec des petits crânes partout. Bref, un ouvrage de très très grande qualité que je trouve magnifique avec une histoire super chouette que je vous recommande. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié cet univers avec une ambiance magique, une ambiance mystérieuse, un peu bizarre. Et il vient de sortir, je pense. Du coup, il faudra sans doute attendre pour la suite. Mais moi, j'ai vraiment super hâte de découvrir la suite et de voir comment ça va évoluer pour David et ses petits compagnons. Je passe à la suite. On a encore pas mal de choses à voir. J'ai pu bien avancer dans mes lectures cette semaine, comme vous pouvez vous en rendre compte, je pense. Alors, j'ai également terminé ceci qui est un Stephen King, Cujo, que j'ai écouté. C'était une lecture audio et j'ai pu lire celui-ci. Donc, je continue toujours la lecture des King que j'ai dans ma palle. Donc, dans cette histoire, on a le personnage de Cujo qui est un Saint-Bernard, au départ assez tranquille, assez gentil, qui un beau jour va poursuivre un lapin. Et au cours de cette poursuite, malheureusement, il va être blessé par des chauves-souris et le cauchemar va commencer. Ça va chambouler tout le quotidien de cet animal, aussi de ses maîtres et également des gens qui gravitent aux alentours. Je ne vais pas trop non plus vous dévoiler l'histoire pour que vous puissiez quand même avoir la découverte en le lisant. On va également suivre donc un couple, Vic et Donna Trenton, et leur petit garçon qui s'appelle Tad. Et Tad est un petit garçon qui affirme qu'il y a un monstre dans son placard. Évidemment, les deux éléments vont être liés entre ce que Tad ressent et voit et ce qui arrive à Cujo. Et voilà, la petite famille va également être impactée par l'état de ce chien. Je reste là, je vais pas en dire davantage. C'est un Stephen King qui est un peu plus fin que ceux que j'ai déjà lu, donc c'était pas non plus désagréable. Il fait 440 pages environ. Je l'ai écouté extrêmement vite parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi cette histoire. J'ai énormément aimé à nouveau. C'était une très bonne lecture. Ça se dévore, l'histoire se lit toute seule et c'est une histoire qui fait quand même frissonner parce que le danger ici vient d'un animal et un animal qui est commun, qui est habituel dans notre vie de tous les jours, qui est un animal domestique. Donc je trouve que ça fait encore plus peur de se dire que le danger peut venir d'un animal de compagnie. J'ai beaucoup apprécié suivre aussi la famille Trenton, les accompagner parce que cette famille vit des difficultés. Donc on apprend pas mal de choses qui se passent au sein de leur couple. Donc on suit cet aspect-là aussi. De nouveau, c'était une histoire qui est extrêmement crédible, qui est extrêmement efficace, avec des personnages bien construits et très profonds. C'est vraiment ça que j'apprécie chez Stephen King, c'est sa construction de personnages qui est toujours très bien faite. Ces personnages, c'est comme s'ils étaient réels tellement qu'ils sont bien construits. On les accompagne comme ça tout du long et j'ai adoré en fait cette histoire. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié les autres lectures que j'ai faites de Stephen King, mais celui-ci, je pense que je l'ai apprécié à un niveau un petit peu plus haut. J'ai pas eu peur, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, on n'est pas super à l'aise par rapport à cet animal Cujo. On a aussi, moi j'ai eu de l'empathie pour lui parce que c'est pas sa faute en fait, ce qui lui arrive
et finalement c'est aussi une victime de cette histoire, donc c'était un peu délicat. Donc une très très bonne lecture avec ce livre de Stephen King. Je passe maintenant à une lecture plus légère qui est celle-ci, La Bibliothèque des rêves secrets, qui était une de mes lectures en cours de la semaine passée que je vous avais présentée, je pense. C'est écrit par Michiko Ayohama aux éditions J'ai lu. Je l'ai terminé et je suis contente de l'avoir terminé parce que j'ai passé un bon moment avec cette lecture. Donc dans cette histoire, eh bien, il y a dans un bâtiment une petite bibliothèque et dans cette bibliothèque, derrière un paravent, il y a un petit bureau. Et ce petit bureau, c'est celui de la bibliothécaire qui s'appelle Sayuri Komachi, qui est une femme impressionnante au premier abord, mais fondamentalement gentille et accueillante, même si son attitude première ne déborde pas de chaleur. Et on va suivre plusieurs personnages, il y en a 5 me semble-t-il, qui sont un peu perdus dans leur vie, qui savent pas trop où ils en sont, qui savent pas trop ce qu'ils veulent, qui espèrent un changement, qui veulent changer quelque chose mais qui savent pas comment s'y prendre. Donc voilà, c'est des personnes qui sont un petit peu à un moment compliqué de leur vie, ça peut être vie personnelle, privée ou autre, et ils vont arriver par hasard devant cette bibliothèque et ils vont venir consulter cette dame qui va leur conseiller toute une liste de livres et parmi cette liste de livres, il y en a certains qui sont totalement inattendus, qui sort en fait du cadre de leur demande et en fait ça va complètement changer leur vie. En gros, c'est l'histoire et c'est vraiment une petite lecture qui fait du bien. C'est une lecture toute douce, qui est assez optimiste, qui fait du bien au moral, qui fait du bien au cœur. J'ai vraiment apprécié cette ambiance, autour évidemment de la lecture, autour des livres, des bibliothèques. J'ai bien aimé rencontrer les différents personnages. À chaque fois, chaque chapitre en fait concerne un personnage. Donc je vous montre ici, on a le chapitre 1 où on va suivre le personnage de Tomoka qui a 21 ans, qui est vendeuse en prêt-à-porter féminin. Par la suite, eh bien, on va rencontrer un autre personnage, Ryo, 35 ans, comptable chez un fabricant de meubles. Et c'est à chaque fois comme ça. À chaque chapitre, on a un nouveau personnage qui passe des moments compliqués, qui est un peu perdu et qui va être amené à rencontrer cette bibliothécaire qui va lui conseiller des livres et ça va amener une réflexion et ça va changer sa façon de voir sa situation et c'était vraiment extrêmement bien fait. Je pense que tout le monde appréciera ce livre, que tout le monde pourra se retrouver aussi dans cette lecture et ça apporte pas mal de réflexions sur le quotidien, sur la vie professionnelle, sur la vie familiale, mais c'est fait vraiment dans une atmosphère extrêmement bienveillante, extrêmement optimiste, donc je vous le recommande, c'est vraiment une lecture très agréable à faire et utile à faire je pense. Je poursuis avec celui-ci qui est Les Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas aux éditions Sabran, qui est un livre tout à fait magnifique. Le dos comme ceci, l'arrière comme ceci, avec un jaspage bien sûr, je pense que je vous avais déjà montré, le haut est comme ça, le bas est comme ça, et à l'intérieur on a une très belle illustration et sans sa jaquette, il est comme ceci, donc vraiment un objet livre magnifique. Que j'ai acheté il y a pas longtemps et j'ai directement eu envie de le découvrir. Donc voilà, c'est chose faite. Il est pas super gros, donc ça se lit assez bien. Et ici, on est autour d'une revisite de Peter Pan. Donc je pense que vous l'avez deviné ou que vous étiez déjà au courant. Mais du coup, dans cette histoire, eh bien, on va apprendre qu'il y a quelques années, Wendy et ses frères ont disparu sans laisser de traces et quelques temps plus tard, malgré, on les a cherchés partout et on n'a rien retrouvé, aucune trace des enfants. Et un beau jour, eh bien, on va retrouver Wendy, mais on va la retrouver seule et elle ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé, de où elle était, où sont ses frères. Donc c'est un grand mystère qui tourne autour de cette disparition. Là, on est 5 ans plus tard. Wendy a grandi. Ses
côté, sa famille, ses parents et elle sont très impactés évidemment par ce qui s'est passé, par toujours la disparition de ses deux frères. Et à nouveau, des enfants vont disparaître. Donc de nouveau, un climat de peur va s'abattre sur cette famille. Et ça va extrêmement perturber Wendy, bien entendu. En plus de cela, un soir, elle va rentrer chez elle dans sa voiture, elle traverse un bois et à ce moment-là, elle va rencontrer un personnage qui est Peter, donc Peter Pan. Elle ne se souvient pas de lui, mais lui se souvient d'elle et en fait, il vient lui dire qu'il a besoin de son aide parce que son ombre l'a à nouveau quitté. Il a perdu son ombre et il faut absolument la retrouver, c'est capital. Ça c'est pour l'histoire de manière générale. Après on va suivre Wendy et Peter parce que toutes ces disparitions d'enfants est évidemment liées à tout cela. C'est lié à la disparition de Wendy et ses frères il y a 5 ans. C'est lié à cette ombre qui s'est échappée et c'est lié aussi à la disparition actuelle des enfants. Donc voilà pour l'histoire de ce livre en gros, sans trop vous en dévoiler non plus, et j'ai apprécié dans son ensemble. Après il y a des choses qui ne m'ont pas plu spécialement, mais j'ai bien apprécié cette approche. Déjà on est dans la thématique évidemment de la revisite des contes avec Peter Pan, avec Wendy et ses frères, donc ça j'ai apprécié. Moi j'aime bien tout ce qui est revisite en général de contes, de dessins animés, donc bon point ici. J'ai apprécié aussi l'aspect que ça a pris parce qu'on est plus sur un genre d'enquête presque policière pour retrouver les enfants disparus qu'une revisite un petit peu plus habituelle, je vais dire. Donc ici ça change, c'est pris d'une façon complètement différente à d'habitude, donc c'était intéressant. Après il y a des moments où j'ai pas trop compris ce qui se passait parce qu'il y a vraiment une urgence, le temps est compté pour Wendy et pour Peter parce que Peter aussi est impacté par ces événements et il faut aller très vite pour comprendre, pour que Wendy retrouve ses souvenirs, pour retrouver les enfants disparus et pour aussi essayer de retrouver les frères de Wendy, et tout est dans l'urgence. On sent bien qu'il y a une tension, qu'il y a un rythme qui fait que ça doit être résolu extrêmement rapidement, et pourtant il y a des passages où par exemple Wendy et Peter vont tout d'un coup décider d'aller manger une glace et ils vont se poser tranquilles alors qu'ils étaient occupés à chercher de manière active un endroit spécifique dans la forêt. Donc il y a des petits passages comme ça où on se fait, mais à quel moment, quand tu es dans l'urgence, tu te dis bah je vais me prendre une glace et me poser 5 minutes. Ça c'était pas très cohérent, pas très réaliste. Donc il y a des petits passages comme ça qui à mon sens ne vont pas, mais sinon j'ai apprécié les thématiques abordées. J'ai beaucoup apprécié en fait la notion du pays imaginaire et de ce qu'il est, de ce qu'il représente, son rôle en fait dans ce livre. C'est un livre qui est touchant aussi, vu que ça touche à la disparition des enfants. On est fort immergé dans les blessures de Wendy, dans les blessures de sa famille, parce que son père et sa mère sont complètement dévastés par la disparition de leurs deux enfants, et c'est extrêmement bien décrit. On ressent en fait cette douleur, on ressent vraiment cette tristesse. Et chacun réagit de façon différente. On a le père qui aborde ça de sa façon. On a la maman aussi, on voit le point de vue de la maman. Et on a Wendy aussi qui se sent extrêmement responsable, étant donné qu'elle est la seule à être revenue, étant donné qu'elle était la grande sœur, elle était censée protéger ses deux petits frères. Donc il y a vraiment énormément de culpabilité et de drame en fait. C'est une famille qui vit un drame et qui est dedans au quotidien, tous les jours, qui est complètement détruite en fait par ce qui s'est passé, et ça c'était vraiment extrêmement bien écrit. Ça touche évidemment en plein cœur. On ressent en fait la tristesse et les blessures de ces personnages, donc pour ça c'était vraiment très très bien amené. Une autre petite chose qui m'a dérangée, on va dire, c'est que il y a une petite histoire de romance qui arrive entre Wendy et Peter, et je trouve que c'était pas nécessaire. Donc j'avais pas envie que cette histoire arrive, et pourtant
tous les éléments indiquaient que ça allait se passer, mais j'aurais préféré en fait que il reste simplement Wendy et Peter, qu'ils soient amis, qu'il y ait des relations amicales entre eux très fortes, mais pas que ça déborde avec une romance qui s'installe, parce que c'est pas non plus le moment et le lieu en fait. Je suis pas certaine que ça avait sa place non plus dans cette histoire, dans cette ambiance qui est extrêmement sombre. Donc on pourrait se dire oui, mais c'est le petit, peut-être le petit espoir, le petit rayon de soleil dans cette histoire, mais je trouve honnêtement que c'était pas nécessaire. Wendy et Peter peuvent très bien rester amis, il y avait aucun souci à mon sens, donc ça c'est aussi un petit élément qui m'a moins plu dans cette lecture, mais dans son ensemble j'ai beaucoup apprécié l'ambiance, j'ai apprécié les thématiques, c'est extrêmement noir, extrêmement sombre, donc vous attendez pas à quelque chose où tout est mignon, tout est beau, c'est pas du tout le cas, c'est une approche qui est complètement différente à ce niveau-là, mais il y a plein d'éléments qui m'ont beaucoup plu, comme je vous les ai expliqués précédemment, avec des petits éléments qui m'ont moins plu, donc ça arrive. Donc on va dire que c'est une lecture mitigée. Elle m'a pas déplu non plus, j'ai passé un bon moment, c'est extrêmement fluide, ça se lit bien. J'étais à fond dans cette lecture, donc une fois que j'étais dedans, je pense que je l'ai lu en 2 fois. J'ai lu une fois un premier quart et la seconde fois les 3 autres quarts, donc ça se lit vraiment très bien. Donc voilà, en gros, pour cette histoire, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je pense que mon avis global a été dit. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus, mais j'ai quand même passé une lecture et un moment agréable avec cette histoire. Et dernière chose, j'ai terminé celui-ci qui est Sous un ciel d'or de Laura Wood aux éditions Pocket Jeunesse, que je vous ai montré aussi, il me semble, la semaine passée, parce que c'était une de mes lectures en cours et c'était même un des livres sélectionnés, donc pour le petit challenge 12 livres pour 2023. Donc je l'ai terminé, et dans cette histoire, on va suivre le personnage de Lou, donc Louise, qui vit avec sa famille. Elle a plusieurs frères et sœurs et elle a une grande sœur qui s'appelle Alice, avec laquelle elle s'entend extrêmement bien depuis toujours. Elles sont extrêmement soudées et la vie va changer parce que Alice va se marier. Et elle va quitter du coup la maison familiale, elle va quitter la chambre qu'elle partageait avec Lou. Et Lou, elle est contente pour sa sœur bien sûr, mais en même temps elle est un peu triste parce que elle sera plus jamais avec sa sœur de la façon dont elle a toujours vécu cette relation très très proche, de voir sa sœur tous les jours, de partager la même chambre, de partager leurs secrets, de partager leurs rêves. Elle sent bien que tout va changer et que ça va se faire dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent même, parce qu'on commence l'histoire quand sa sœur se marie. Donc voilà, sa sœur part dans sa nouvelle maison avec son mari et Lou, elle est un petit peu triste de cette situation malgré tout et elle a l'habitude d'aller se réfugier dans une maison abandonnée. Elle se faufile dans cette vieille maison et elle passe son temps à lire parce qu'ils ont laissé, les anciens propriétaires en tout cas ont laissé des meubles et notamment une bibliothèque avec des livres. Donc en général quand elle a besoin de s'isoler, Lou y va et lit les livres à disposition. Et un beau jour, les propriétaires vont revenir pendant les vacances. Nous sommes ici en Cornouailles, donc ces gens habitent le reste de l'année à Londres et là ils viennent pour passer les mois de vacances en campagne, on va dire. Et Lou se fait surprendre dans un sens et elle va être accueillie par ses propriétaires qui sont des jeunes gens extrêmement riches qui appartiennent à l'aristocratie, donc le monde du champagne et des paillettes. Et elle va être propulsée dans cet univers qui est complètement différent de ce qu'elle connaît bien évidemment.
et elle va un peu découvrir ce nouvel univers de richesse, de luxe et de plein d'autres choses aussi. Au début, elle va être complètement éblouie et puis en avançant un petit peu plus, en s'intéressant davantage, eh bien, elle va remarquer plein de choses également et on va suivre donc Lou au sein de ce nouveau monde. On va aussi voir la relation changer avec sa sœur, notamment sa sœur Alice, et on va suivre tout ce petit monde. Au niveau de l'histoire, c'est ça. J'ai apprécié. Après, c'est pas une lecture, j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Je sais qu'il y a d'autres livres de cette autrice qui portent des titres assez similaires à celui-là. Je sais pas si je vais en lire d'autres. J'ai bien apprécié cette histoire, mais ça n'a pas non plus chamboulé tout mon univers. C'était assez agréable. La plume, elle est agréable, elle est fluide. L'histoire se tient, elle est bien construite. J'ai bien aimé les personnages, surtout le personnage de Lou. J'ai bien aimé l'ambiance aussi parce qu'on se retrouve dans les années 1920. Donc c'est l'époque du jazz, des grandes fêtes évidemment luxueuses et prestigieuses avec les tenues adaptées, les belles robes et tout ce bling bling autour. Mais je sais pas, peut-être que je m'attendais à autre chose parce que j'avais entendu vraiment beaucoup de d'échos et d'avis extrêmement positifs sur ce livre, donc peut-être que je m'attendais à quelque chose de plus, je sais pas trop, et finalement ça reste une histoire assez simple, ma foi. C'est en gros une romance historique parce que Lou aussi va tomber amoureuse d'un personnage évidemment qui fait partie de cet autre univers, qui a de l'argent, qui est célèbre, qui est connu. Donc on a aussi ces deux univers différents, mais tout ça reste assez simple, c'est bien écrit, c'est bien fait, c'est assez lent aussi. Parce que fondamentalement, il se passe pas grand chose dans cette histoire, à part une succession de fêtes et petit à petit, Lou va constater que malgré tout l'argent, le luxe et cette joie qui a l'air constante, eh bien, ces personnages qui proviennent de l'aristocratie ont également leurs propres soucis, leur tristesse qui cache derrière des grands sourires. Donc fondamentalement, ces gens sont également malheureux alors qu'ils montrent une image tellement parfaite. Donc voilà, il y a cette thématique qui est assez intéressante, mais ça reste une histoire très simple, une histoire d'amour assez simple avec une différence de classe et en gros c'est tout. Ça se lit bien, c'est fluide, mais ça ne sera pas ma meilleure lecture de l'année 2023. Un moment agréable, avec quelques lenteurs par moment. Si vous aimez la romance historique, je crois que ça va vraiment beaucoup vous plaire. Donc pour moi, ça fait pas une histoire, un livre incroyable. C'est un petit livre sympa, léger. Mais voilà, pour moi, sans plus spécialement. Après, il a beaucoup plu, donc c'est très bien aussi. Mais je pense que moi, je suis peut-être pas le public idéal pour ce genre de lecture. Voilà, nous avons fait le tour de mes livres lus. Il y en a eu pas mal, je suis assez contente. J'ai pu bien avancer dans mes lectures et les livres se sont lus assez vite de manière générale. Maintenant, je vais vous montrer ce que je suis en train de lire. Alors j'ai celui-ci qui est Le Crépuscule des Urmes, le second tome, donc la prophétie du livre noir, qui est un livre emprunté à la bibliothèque et j'ai quasiment fini. Je suis ici, donc je lu 80%, même peut-être un peu plus. Il me reste moins d'une centaine de pages à lire. C'est un second tome. J'avais lu le premier que j'avais apprécié, mais c'était pas non plus incroyable et j'avais envie de découvrir la suite. Donc voici pour la suite, je vais le terminer et vous en parler la semaine prochaine. J'ai également commencé celui-ci, donc en relié, très jolie couverture, A Forgery of Roses, aux éditions Big Bang. C'est écrit par Jessica S. Olson. J'ai commencé il y a pas longtemps, donc j'ai un petit peu lu, je suis au chapitre 8, ça fait 70 pages et il y en a
450, 480, quelque chose comme ça. Donc je vais avancer dans cette lecture tranquillement je vous en parlerai un peu plus tard parce qu'ici j'ai vraiment pas lu grand chose, j'ai même pas lu 20% du livre, donc je vais pas vous en parler, mais je trouve qu'il est très beau, il y a plein de reflets. Et j'ai également commencé celui-ci qui est L'œil de Shahak aux éditions Gulfstream, la collection électrogène. C'est écrit par Emma Lanero. Là aussi, je viens de commencer. Je suis au chapitre 3. Il y a aussi un jaspage rouge sur les côtés, donc c'est assez sympa. Je vais le continuer et je vous en parlerai également la semaine prochaine sans doute. Et alors, je n'ai pas commencé, mais je vais le faire. Je vais commencer le Virginie Grimaldi. Il nous restera ça aux éditions Le Livre de Poche. Ça, je sais que ça se lit super vite parce que Virginie Grimaldi, j'adore. Et en général, je dévore tous ses romans. Donc, celui-ci, il sera lu d'ici la semaine prochaine. Et je me suis également mis celui-ci, qui est La vie ô combien ordinaire d'Anna Green de Michael Marshall Smith aux éditions Bragelonne. C'est un livre qui me faisait très envie quand je l'ai vu. Je l'ai acheté il y a pas longtemps et il est indiqué que la jeune Anna Green est persuadée que son existence est plus banale que la moyenne, mais elle ne va pas tarder à découvrir que les ombres de sa vie cachent un monde où rien n'est ce qu'il paraît. Qu'il existe une machine secrète qui convertit les mauvais tours en énergie, qu'il y a des champignons qui parlent, que son grand-père est copain avec le diable depuis plus de 250 ans et qu'ils ont besoin de son aide. Donc ça a l'air un peu spécial, mais j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Ça, c'était pour ma lecture en cours ou que je vais commencer très prochainement. Je suis repassée à la bibliothèque pour déposer tous les livres que j'avais finis et dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et j'en ai récupéré d'autres, bien sûr, je vais vous montrer ça. Alors, j'ai d'abord emprunté, comme je vous l'ai dit, la suite de Une sacrée mamie avec le tome 2, le tome 3... et le tome 4, donc je vais continuer ce petit manga qui m'a beaucoup plu, en tout cas pour le premier tome. Je me suis également pris celui-ci qui est un premier tome, ça s'appelle Le Dernier Royaume, les cendres d'Oranos aux éditions Michel Lafon, c'est écrit par Morgan Rhodes. Je n'ai vu ce livre passer nulle part et ça a l'air pas mal. Donc au niveau des personnages, à l'arrière, il y a une guerre qui approche et il faut choisir son camp. Et il est indiqué qu'il y a Cléo, une princesse, il y a Jonas, un rebelle, Lucia, une enchanteresse, et Magnus, un prince élevé dans le sang et la violence. Donc ça, je pense que ça sera assez basique au niveau de l'histoire parce que les personnages sont assez classiques de façon générale. Hein. On a un guerrier, on a une princesse, on a une enchanteresse et on a le vilain méchant qui veut tout le temps se battre. Mais j'avoue que j'ai quand même été assez intriguée et que j'aimerais découvrir. Je pense qu'à la bibliothèque, j'ai vu qu'il y en avait 3 ou 4. Donc je pense que ça peut se lire assez rapidement. Vous voyez, c'est des chapitres comme ça, donc ça commence déjà à mi-page. Donc je vais tenter. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Je me suis pris Le Gang des prodiges, le premier tome de cette trilogie de Marissa Meyer, parce que ça faisait un petit moment que je voulais la découvrir. De Marissa Meyer, j'ai lu Heartless et j'ai également lu les Chroniques lunaires, bien entendu, que j'ai adoré. Donc c'est aussi une série d'elle que j'avais envie de découvrir. Donc voilà, je me le suis pris. Et j'ai également pris celui-ci, donc qui est Thornhill de Pam Smyth aux éditions Rouergue avec un jaspage noir. Et c'est un livre que j'avais vu quand j'étais allée la dernière fois chez Filigrane. Je l'avais lu, je l'avais pris en main et j'avais eu envie de me l'acheter. Mais comme j'avais déjà une pile conséquente de livres que j'allais acheter, je me suis dit peut-être pour la prochaine fois alors. Et là, je suis tombée dessus par hasard à la bibliothèque. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de le découvrir. Et ça a l'air très spécial parce que ça alterne donc ceci comme un roman graphique avec des images toujours en noir et blanc, mais par certains moments on a aussi du texte. Donc j'ai hâte de découvrir
Oui, ça alterne vraiment des pages de texte avec beaucoup de pages de dessin. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais je suis très curieuse de le découvrir. Nous avons fait le tour pour mes lectures empruntées à la bibliothèque et je me suis acheté également deux petites choses que je vais vous montrer. Je me suis pris celui-ci qu'on voit tourner partout pour l'instant, qui est La Société très secrète des sorcières extraordinaires aux éditions Lumen, que j'avais très envie de découvrir. La couverture est extrêmement belle et j'ai envie de le lire très vite, mais l'ennui c'est que tous les livres qui sont dans ma palle, j'ai envie de les lire très vite. Donc je vais essayer de le sortir prochainement, mais il y a tellement de livres qui me tente. Donc il y a celui-ci. J'ai également craqué pour celui-ci qui est Ces promesses maudites aux éditions de Saxus, écrit par Lexi Ryan, qui est aussi une nouveauté qui vient de sortir avec ce magnifique jaspage. Toujours, hein, les livres sont absolument grandioses. À l'intérieur, je vais vous montrer. On a ceci. Franchement, que dire? Alors, là, sans la jaquette, ça reste assez simple, ma foi. Mais le livre est vraiment très très beau. Donc, c'est un livre que j'avais vu passer. Et l'histoire m'intéresse. C'est un premier tome, me semble-t-il. Du coup, on va suivre Brie, qui est une voleuse extrêmement douée, qui déteste plus que tout le monde des faées. Donc c'est ça qui m'avait intéressée aussi. Il y a l'ambiance monde des faées. Lorsque sa jeune sœur Jas est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume de Faerie pour sauver la jeune fille. Brie passe en accord avec le roi et accepte de voler pour lui 3 puissantes reliques magiques à la cour du soleil, mais encore faut-il pouvoir les trouver. Je n'en dis pas plus, parce qu'il y a encore tout un autre paragraphe, mais j'aime bien avoir aussi un petit peu de mystère dans mes lectures. Donc voilà, ça m'intéresse aussi et j'ai hâte de le découvrir. Mais de nouveau, je dis ça pour tous les livres que j'ai. Et voilà, nous y sommes. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sur vos lectures, sur les lectures dont je vous ai parlé. S'il y en a certaines qui vous tentent, si vous en avez lu certaines, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous souhaite un excellent dimanche, bien entendu. Je vous dis à très bientôt.